Bonsoir à tous et toutes. Le changement climatique pose de défis participatifs sans précédent. Et donc, ma contribution aujourd'hui découle d'un article plus approfondi sur la participation et le droit en temps de crise climatique que j'ai publié avec une collègue, la professeure Mariali, en 2021. Et notre argumentation peut se résumer ainsi, dans le sens que malgré les critiques compréhensibles adressées à la participation du public à la prise de décision, la crise climatique rend les besoins de participation encore plus importants. Et donc, en temps de crise climatique, l'inclusion des individus et de la société civile dans la prise de décision doit être fortement défendue. Et donc, pour appuyer les bien-fondés de cette position, je vous propose de suivre les plans suivants. Je commencerai par définir les cadres juridiques du droit à la participation, surtout pour les étudiants aujourd'hui et pour les personnes qui ne sont pas des spécialistes du droit, en donnant une introduction très rapide à la place de droit à la participation des individus et des organisations à la prise des décisions en matière d'environnement au sens large. Je me concentrerai ensuite sur la relation entre crise climatique et participation, et en particulier sur les pressions et les défis que cette crise climatique pose et exerce sur les institutions démocratiques et sur le droit des individus à participer dans un processus participatif. Et enfin, j'aborderai les raisons pour lesquelles la participation doit être défendue et je reviendrai sur le rôle du droit. La Convention d'Aarhus est l'exemple de cadre juridique le plus accompli par rapport à la participation du public à la prise de décision en matière d'environnement. Cette convention a été élaborée dans le cadre de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et elle se fonde, elle est articulée précisément sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice. Cette convention a été adoptée en 1991 dans la ville d'Aarhus, dont vous voyez ici la cathédrale, et elle est entrée en vigueur en 2001. La convention se fonde de façon importante sur le principe 10 de la déclaration de Rio, que mes étudiants connaissent parce qu'on en a parlé en cours, et qui affirme que la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. La Convention d'Aarhus a été absolument innovante. C'est un accord international environnemental portant principalement sur les obligations des États, donc des parties, cette obligation que les États ont envers le public, vers les unes vers les autres. Et donc, on a cette dimension particulière de relation avec le public. Et comme le souligne Emily Barrett, la Convention a une double identité. Il s'agit à la fois d'un accord environnemental et d'un accord relatif aux droits de l'homme. La Convention d'Aarhus repose sur 3 piliers qui sont l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice.
qui font l'objet des articles 4 à 9. Ces piliers sont tributaires les uns des autres. Et leur interdépendance est nécessaire pour pouvoir atteindre de façon effective les objectifs de la Convention. L'accès à l'information est le premier de 3 piliers et il est établi en premier car la participation efficace du public à la prise de décision nécessite des informations et des informations complètes, efficaces et à jour. Donc, on a l'accès à l'information comme condition pour permettre la participation. Le deuxième pilier concerne plus spécifiquement la participation du public. Et ici, on a encore cette idée d'interdépendance avec l'accès à l'information et l'accès à la justice. Dans ce sens, pour que la participation soit efficace, comme je viens de dire, il faut le pilier information pour qu'il garantisse la participation même. Mais le pilier accès à la justice est aussi essentiel pour que cette participation soit efficace et effective et non purement théorique. Donc, vous voyez la relation entre les 3 piliers. Donc, aujourd'hui, on se concentrera sur le pilier participation. Le pilier relatif à la participation a 3 composantes. La première concerne la participation du public concerné aux décisions relatives à des activités particulières. Ici, vous avez l'idée du public concerné qui correspond à un public qui est touché ou risque d'être touché par la décision. Donc, vous avez une caractérisation particulière du public ici. Et cet article s'applique, par exemple, à quel type d'activité? Eh bien, il s'applique aux décisions relatives à des autorisations d'exploitation, des autorisations de développement, des permis de construction. Imaginez, par exemple, une autorisation à l'exploitation d'une centrale électrique ou d'une infrastructure, une installation industrielle. Donc, on a des projets assez pratiques ici. La deuxième composante de la participation prévue par la Convention d'Aarhus est la participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l'environnement. Ici, un exemple qu'on a vu en cours, c'est l'exemple du plan régional du développement durable. Ici, vous avez un droit reconnu aux individus concernés par cette décision. Et enfin, l'article 8 prévoit un droit de participation du public durant la phase d'élaboration des dispositions réglementaires ou d'instruments normatifs qui pourraient avoir un effet important sur l'environnement. Ce qui est important de rappeler, c'est que la participation a une forte relation avec la décision finale. Et donc, cette relation entre processus participatif et prise de décision est structurée de la manière la plus forte et détaillée dans l'article 6. Ici, vous avez la clarification que le public concerné doit être informé d'un processus décisionnel au début du processus pour permettre une réelle influence. La deuxième étape de cette relation, de cette procédure, est de permettre au public de effectivement participer et donc de soumettre toute observation, toute information et analyse pour la décision. Et finalement, la condition que le résultat de la procédure de participation soit pris dûment en compte. Donc, vous aviez ici la procédure dans sa totalité. La force juridique de la Convention d'Aarhus
repose sur les sources de droit de l'Union européenne et de droit belge qui ont été progressivement adoptées pour sa mise en œuvre. Le droit du public de participer au processus décisionnel est au cœur du droit européen de l'environnement. L'Union européenne a approuvé la Convention en 2005, donc elle est partie à la Convention. Et le droit du public à participer est intégré dans les traités et dans le droit dérivé, et notamment, en particulier, dans le règlement qu'on appelle le règlement d'Aarhus, dont ma collègue parlera un peu dans sa présentation. En Belgique, la Convention est entrée en vigueur en 2003, lorsque chacun des différents parlements belges y a donné son assentiment. Et en Belgique, en raison de la construction constitutionnelle, les 3 piliers de la Convention d'Aarhus mettent en jeu les compétences relevant de multiples niveaux de pouvoir. Chaque pouvoir concerné a donc la charge de la mise en œuvre de la Convention pour ceux qui le concernent. Sur la base de cette introduction aux enjeux, aux caractéristiques, à la place du droit à la participation dans un contexte juridique, la crise climatique met ces droits de participation sous pression. Et ce type de pression vient de différentes directions. Premièrement, les démocraties sont souvent accusées d'avoir échoué face à la crise climatique. Les critiques sur la capacité des démocraties à prendre des décisions efficaces dans ces domaines sont récurrentes. Les démocraties sont lentes, ont du mal à prendre des décisions à long terme et sont vulnérables aux intérêts particuliers. Et bien sûr, la participation n'est pas facile en soi en tant que procédure. Certains obstacles sont bien connus, tels que le temps de la participation, la compétence et les ressources nécessaires pour la mettre en place, et les inégalités qui restent dans les processus participatifs. Ces types d'obstacles empêchent une participation effective, même si le droit existe sur le papier. Selon certains auteurs, dont vous avez des exemples ici, l'urgence climatique implique une rupture avec les processus juridiques et les institutions démocratiques en temps normal. Et dans leur livre The Climate Change and the Failure of Democracy, Sherman et Smith soutient que, et je cite, « l'humanité devra échanger sa liberté de vivre comme elle le souhaite en faveur d'un système où la survie est primordiale. » D'autres ont suggéré de se tourner vers un leader mondial, en sorte de souverain planétaire pour gérer la survie. Donc, ce sont des positions extrêmes que vous avez représentées plutôt dans le travail dans le livre Climate Leviathan. En termes moins radicaux, on peut dire, mais quand même assez sévères, le philosophe Jamieson conclut qu'il n'est pas tout à fait clair que la démocratie soit à la hauteur du défi du changement climatique. Donc, on a une situation difficile, un type de pression sur le processus démocratique. La deuxième pression, et on peut dire par conséquence de la première pression, est le constat que la menace climatique relance l'appel et l'attrait à des réponses technocratiques. Et ici, le cœur de la technocratie se trouve dans l'idée que les problèmes climatiques sont des problèmes de nature technique, les solutions sont des solutions de nature technique qui peuvent être révélées par des experts.
Les solutions technocratiques dans le contexte d'un changement climatique sont un mélange de mesures politiques et de mesures techniques visées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, principalement. Mais ces cadres techniques laissent peu ou pas de place à la participation, peu ou pas de place à une réflexion sur les conséquences sociopolitiques, sur la place des reconnaissances des implications plus larges. Et donc, dans ces cadres d'urgence, les technocrates et les populistes partagent un point commun, qui est la résistance aux contraintes procédurales de la participation. D'un côté, les technocrates considèrent le changement climatique comme un problème technique, et donc on n'a plus le temps pour attendre la participation, mais aussi les populistes, pour les populistes, la volonté du peuple est uniforme et elle est déjà claire, et donc l'accent devrait être mis sur le résultat et non pas sur la procédure. Et donc, quelles sont les implications pour la participation? Ces deux types de pression conduisent à ce qu'on a appelé une érosion de droits de participation. Et ce qui nous intéresse dans ce travail n'était pas la question de la démocratie en tant que système, mais plutôt la question d'une érosion progressive et silencieuse de la participation et de ces opportunités procédurales. Un bon exemple de ce type d'érosion a été la réforme du système de planification territoriale en Angleterre. Et dans ces contextes-là, on a vu que le gouvernement a proposé de pousser les opportunités de participation au niveau stratégique plutôt que ouvrir les débats participatifs au niveau de développement concret. Mais on voit cette érosion dans les contextes européens aussi, où, si vous regardez la loi climat, l'essence de la participation comme droit procédural, dont on a parlé dans les contextes de Aarhus, a été réorientée en faveur d'un mécanisme assez plus faible pour demander au public d'agir et de promouvoir un changement de comportement pour favoriser la transition. On ne parle plus du droit à participer, mais on demande au public de changer leur comportement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une lente et progressive érosion de droits de participation. Pourquoi défendre la participation face à la crise climatique, face à l'urgence de la crise climatique? Tout d'abord, parce que les décisions relatives à la transition climatique ne sont pas simplement des questions techniques, économiques ou juridiques. Ce sont des décisions qui tranchent entre de multiples options, qui ont des implications sociopolitiques importantes et qui traduisent aussi les valeurs qui les sous-tendent. Ce qui pourrait sembler une décision technique, par exemple, imaginez la proportion d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, est aussi une décision de remodelage de notre paysage pour permettre le développement de grands parcs éoliens. Et donc, ces types de décisions sont notamment les décisions qui nécessitent non seulement une expertise technique dont on a carrément besoin, mais aussi la participation du public qui sera impacté par ce type de choix. Deuxièmement, la large participation, une participation qui soit une possibilité de prendre en compte les connaissances et les valeurs d'un public large, permet une meilleure appréciation des problèmes et des solutions. Ça implique aussi la nécessité de reconnaître que la participation complète l'expertise. On vit dans une situation de fragmentation des connaissances et des informations qui signifie qu'une bonne
décision exige des contributions diversifiées. Ici, là, dans un contexte surtout de changement climatique, la politique est incontournable et un processus démocratique est nécessaire. Quelqu'un doit définir la direction de la transition climatique, plus ou moins dans les détails. Et donc, pour des juristes, on reconnaît que ce type de transition, ce type de processus est façonné par le droit à travers la reconnaissance de droits tirés par la Convention d'Aarhus et des institutions démocratiques garanties par le droit, par les droits fournis aux individus et aux associations. La participation du public est nécessaire tout simplement parce que nous avons le droit d'être impliqués, d'être engagés dans les décisions qui concernent l'environnement et les décisions de politique climatique. Et donc, cette défense à la participation se concentre sur le processus. Donc, même si on pourrait reconnaître les critiques au processus démocratique, et même si les idéaux d'égalité et de protection de l'environnement ne peuvent pas être atteints, les modes participatifs de prise de décision font partie du processus démocratique. Et donc, le choix est fait dans et par le droit. Et donc, plutôt que rejeter ou plutôt que réorienter la participation, nous devrions chercher d'améliorer les cadres juridiques de la participation du public. On a plusieurs formes, plusieurs directions pour le faire. Les exigences juridiques laissent généralement une flexibilité dans la forme de la participation. Donc, le droit peut décider de restreindre les formes de la participation, mais aussi d'élargir les formes de participation vers des opportunités plus délibératives et plus participatives. Le public peut aussi être encadré de forme restreinte ou large. Le processus pourrait être ouvert en incluant des groupes d'intérêts environnementaux au sens large, plutôt que la restreinte catégorie du public concerné. Et enfin, les questions de participation peuvent être aussi structurées de façon restreinte et technique ou de façon plus large et plus politique, si vous voulez. Et donc, pour conclure, la crise climatique met sous pression nos institutions et nos routines démocratiques, et c'est un défi pour nous tous. En cas d'urgence laisse peu d'espace pour la participation, mais même si l'action est urgente et l'expertise est vitale, le débat politique ne peut pas être contourné par des réponses technocratiques. Ici, on a un espace nécessaire pour la politique. Et donc, le rôle du droit, ici, est essentiel pour garantir la protection du droit à la participation et pour améliorer le cadre juridique entourant le processus démocratique. Merci. S'il y a des questions de clarification. Quelque chose qui n'est pas clair, pas pour rentrer dans les débats, une question. Oui. Du coup, la Convention d'Aarhus, elle a été signée, tous les articles sont valables dans le droit dérivé européen de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des. Oui, elle a été adoptée dans son intégrité.